donc on va enchaîner avec notre deuxième session, qui va être une présentation un petit peu orientée produit, sur un super produit que vous connaissez sans doute, qui s'appelle DBT, de la société DBT Labs. Et donc je vais laisser Charlotte se présenter, nous présenter ce super produit. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Charlotte, je suis Solution Architect, comme je vous l'ai dit, chez DBT. DBT Labs, c'est le nom de l'entreprise. DBT Core, l'open source. DBT Projects, l'open source sur Snowflake. DBT Platform, ce que je vais vous présenter. Fivetran, j'ai aucune information à vous partager, je l'ai su lundi. Donc désolée, je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus. En revanche, sur les innovations et les futurs produits qui arrivent, qui sont pour le coup sûrs, là, je vais pouvoir vous partager des choses. Le témoignage de Damien, super intéressant sur comment avoir la donnée disponible, mais après, en fait, comment utiliser cette donnée de la bonne manière. Bon, déjà, il faut l'avoir disponible parce que sinon, c'est un peu un fardeau, ça freine tous les projets. Et je suppose que dans vos métiers, on vous challenge de plus en plus sur OK, comment on va faire de l'IA. Donc, OK, l'IA, il y a des projets qui peuvent être très intéressants à faire sur l'IA. Il y a des use cases qui sont chouettes. Une fois qu'on les a identifiés, si on n'a pas les bonnes datas en place, on va se planter. À coup sûr, ça va vous coûter en plus super cher et vous allez vous planter. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, à un enfant, on lui raconte n'importe quoi pour l'éduquer, en fait, il va vraiment avoir du mal à rentrer dans les bonnes lignes. Alors que si on prend un peu le temps avant à se dire voilà comment je vais lui enseigner les choses, en fait, ça va finalement mieux marcher. Donc nous, chez DBT, on a vraiment la conviction que mettre en place la bonne structure autour de toute l'intelligence, autour de l'utilisation de la donnée, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer, d'économiser des coûts aussi. Donc là, on a vu comment, dans le cas d'Engie, avec la bonne structure data, on pouvait économiser sur les coûts, mais aussi le bon process de transformation de la donnée, ça évite de faire tourner des modèles qui servent à rien. Ça permet d'optimiser aussi la façon dont on transforme de façon intelligente. Et surtout, ça permet d'avoir une structure beaucoup plus résiliente et scalable pour vos projets futurs. Si on regarde un petit peu, peut-être que vous allez vous reconnaître dans une de ces colonnes-là. Donc, soit on va plutôt vite sur la transformation de données, chouette. Mais derrière, en termes de confiance, on n'a pas vraiment de testing, on n'a pas forcément les bons process en place. Et au niveau de l'adoption, on va perdre plein de personnes sur le chemin. Si on veut avoir vachement confiance, donc là, on a des process très durs, on contraint énormément tout ce qui est autour de la donnée, à la fois les accès, à la fois les transformations, les passages en prod, etc. On va aller très doucement. Donc, en fait, on va livrer des projets data qui seront déjà obsolètes avant même qu'ils arrivent sur la prod. Ah oui, il y a plein de oui, il y en a qui se reconnaissent. J'ai été côté practitioner avant et moi, je me reconnaissais pas mal là-dedans. Et du coup, DBT permet d'avoir les trois, hein, vous vous en doutez, mais moi, j'étais dans cette colonne-là. Du coup, là, sur la partie confiance, si c'est trop contraignant, après, aussi sur l'adoption, au bout d'un moment, ça va un peu saouler les gens. S'il faut aller demander à chaque fois 17 000 accès pour faire des choses, c'est relou. Finalement, on peut aussi avoir l'adoption. Donc là, on a de la transfo qui se fait même dans Power BI. Tout le monde y va de sa transformation, de sa bonne idée. Mais résultat, au niveau des équipes data, qu'on prend comme étant responsable de tous les sujets data, mais parfois on leur met des métriques sous les yeux. Mais en fait, j'ai jamais fait ça. Merci, mais du coup, j'y suis pour rien. Donc là, au niveau adoption, on est nickel, mais en termes de vitesse, on perd du temps parce que du coup, on a les mêmes modèles qui sont faits par 3, 4, 5 équipes différentes. Et en termes de confiance, on va avoir le revenu qui est défini au niveau marketing, celui qui est défini au niveau finance. En Comex, ça se tape dessus, mais on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'en fait, ça a été fait de plein de façons différentes. Et en termes de coûts, je crois que Damien, je parlais de cet exemple d'une machine qui n'avait pas été éteinte à un moment, du coup, d'un coup qui explose. Donc là, ça a dû faire plaisir à quelqu'un d'autre dans la salle, un ex-DataRix, mais pour vous, c'est pas cool. Donc le but aussi, c'est de vous aider à monitorer tous ces coûts. Et comment on fait ça ? En fait, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit réuni autour d'une même data platform en termes d'utilisation et d'intelligence au-dessus de la donnée. Parce que c'est bien de l'avoir ingéré, c'est la partie très complexe, mais derrière, bien l'utiliser. Là, c'est le moment où il faut mettre tout le monde d'accord. Et du coup, sur DBT Platform, on va en fait permettre à tout le monde d'interagir avec la donnée, y compris des personnes qui sont moins tech, de pouvoir faire les transformations sur, on pourrait dire, les platinum layers pour enlever des silos au niveau de l'équipe data, par exemple. Avoir aussi des rapports sur la freshness, sur la qualité de la donnée, pour que quand on regarde la donnée, on gagne en confiance. On gagne en rapidité aussi en mettant plus de stakeholders dans la boucle qui peuvent faire des retours sur les rapports qu'ils ont, sur les données dont ils ont besoin, développer des petits modèles en complément.
évidemment, mais tout en gardant toujours un processus hyper résilient de contrôle de tout ce qui est mis en prod, que ce soit de qualité, et du coup, on est sûr que toutes les données qu'on voit sont passées par le même process. Ça permet aussi de gagner en confiance. Oui, juste pour un peu, là on parlait d'équipe, un sport d'équipe, juste un peu pour illustrer avec du concret et un use case client, on a choisi Simplon, avec lequel on les a accompagnés justement sur une implémentation de DBT. Donc juste Simplon, pour rappel, c'est finalement un des plus grands réseaux français d'écoles numériques inclusives. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'ils font, mais finalement c'est de la formation, du reskilling de personnes. Et finalement, on les a accompagnés un petit peu sur leur sujet data, pour juste refaire l'historique et faire ça assez rapidement quand même. Donc en fait, on les a... Déjà, on a commencé, l'histoire commence en 2022 avec eux, avec une petite équipe. Mais à vrai dire, il n'y avait personne en data chez eux à cette époque-là. Ils faisaient des reporting sous PowerPoint. Rien n'était automatisé. Il y avait quelques scripts Python à gauche et à droite pour essayer de faire de transfert de données. Il y avait une véritable volonté de moderniser leur process, leur plateforme, et ils s'interrogeaient justement sur le fait de passer sur le cloud. Et donc finalement, c'est là où on a intervenu, justement, ils nous ont sollicité sur cette partie, sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qu'on fait en côté data. On a beaucoup de données et on aimerait bien être beaucoup plus performant là-dessus. Donc on a fait un audit et on a choisi la plateforme cloud qui leur correspondant. Donc finalement, en fonction de différents critères, finalement, on est parti logiquement sur du GCP, et la brique data qu'on a choisie logiquement dans GCP pour pouvoir stocker la donnée, ça a été BigQuery. Au cours de cette année 2022, finalement, les premiers projets ont été déclenchés. On est passé par des POC classiques pour montrer un petit peu, démontrer la valeur, l'approche, comment on pouvait automatiser les choses. Pour ça, au départ, on s'est basé plutôt sur les briques classiques de GCP, pour l'ingestion, la transformation avec des requêtes SQL au sein de BigQuery, etc., de l'orchestration vers la Cloud Composer, histoire de capitaliser un petit peu sur ces aspects-là. Et on a commencé à livrer les premiers dashboards métiers. Finalement, au bout d'un moment, l'équipe a commencé. Finalement, ça marchait. Il y a eu une adhésion. L'équipe a un petit peu grossi. Finalement, on a vu qu'il y avait un véritable avantage à investir sur ce pilotage automatisé et sur cette plateforme data. Il y a eu un brainstorm sur les aspects techniques, puisque finalement, il y avait quelques difficultés rencontrées autour de l'usage de ces services managés Google, qui n'étaient peut-être pas si simples pour les équipes sur place, etc., etc. Et justement, c'est là aussi on leur a dit, mais finalement, ça a clairement du sens pour vous et dans votre situation d'utiliser un outil comme DBT pour vos transformations. C'est beaucoup plus simple, ça vous permet d'incorporer, on le verra après, la partie, les avantages de cet outil-là, d'incorporer un peu la vision software engineering dans tout ça, de pouvoir faciliter aussi toute cette partie CI/CD qui n'était pas présente, qui n'avait pas forcément implémenté vraiment correctement sur les premiers époques et les premières livraisons. Et voilà un petit peu comment ça s'est commencé à structurer en 2023-2024. Et je pense après, justement, Charlotte, tu peux nous expliquer qu'est-ce que DBT et pourquoi c'est super. Oui, sur ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, le but, c'est que tous les stakeholders autour de la data, que ce soit les personnes qui la développent ou qui la consomment, aient confiance dans la donnée, et aussi qu'on permette à tout le monde de travailler mieux et plus facilement ensemble. Est-ce que quelqu'un connaît ce schéma-là? Ouais. Il y a en soi un software engineer. Ouais. Ça, c'est ce qui est appliqué en software engineering pour tester et pour s'assurer que tout ce qui est développé arrive en prod et que ça casse pas tout, pour pas qu'on se retrouve un jour avec son appli qui marche pas. En fait, ce process-là, il marche très bien. Il a été adopté par par toutes les équipes de software engineering. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire la même chose mais côté data, parce que finalement on reste sur de la transformation, sur du code pour après livrer des produits qui sont utilisés par les métiers. Et donc en fait sur DBT vous allez avoir ce processus, il est natif, vous n'avez pas le choix que de le suivre. Donc vous êtes sûr que n'importe qui va faire de la transformation de données, une fois que vous avez DBT Platform, suivra ce processus exactement. L'observabilité des rapports sur la confiance qu'on peut avoir dans la donnée, est-ce que les tests, la qualité de la donnée est bonne ou pas, la freshness. Ensuite la discovery avec le lineage, comprendre toute la data pipeline, donc toutes les transformations successives qui ont permis d'alimenter par exemple un dashboard. Ici l'analyse, par exemple j'ai un problème dans ma donnée, je peux très vite savoir dans quel modèle j'ai un souci plutôt que d'aller se palucher tous les modèles à la main, un par un, et ça prend beaucoup de temps parfois et ça peut être très pénible. Donc là, en 2 secondes, on trouve où il y a le problème. Donc en termes de productivité des équipes et en termes de confort de développement, c'est bien mieux. Le plan,
quand on veut remédier un problème, quel est l'impact sur toute ma data pipeline si je modifie cette colonne-là? Est-ce qu'il y a d'autres dépendances? Ça évite de faire des modifications qui vont réparer un modèle en particulier, mais tout le reste, ça va tout casser. Ensuite, on a la partie développement, et en fait, pour un data engineer ou un analytic engineer, la partie développement, c'est 10%. Avec les IA, maintenant, ça va être 1%. Donc, tout le reste, c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée. Ensuite, la partie test, est-ce que ce que je vais pousser en prod, la CI/CD, est déjà intégré? Donc, ça évite d'avoir plein d'outils décentralisés et de encore gérer les choses avec des process compliqués. Et surtout, moi, ce que j'adore particulièrement dans le test, c'est que ça va regarder les nouvelles données avec les modifications qu'on veut pousser en prod, les nouvelles données qu'il y aurait dans la prod. Est-ce que du coup, le nouveau code, la nouvelle logique fait sens? Ou est-ce que, en fait, j'ai calculé un truc qui, oui, affiche de la donnée, ça compute, mais ma donnée ne veut plus rien dire? Le problème, c'est que la plupart du temps, en analytics engineering, on va voir qu'il y a un problème une fois que c'est en prod. Parce que ça a compute, on est content. Mais en revanche, les transformations induites font pas sens. J'ai mis un filtre en trop, j'ai supprimé plein de clés primaires. Bon, bah ça, tant qu'on n'a pas vu dans la prod, on s'en rend pas compte. Et donc après, il y a toute la partie déploiement avec l'orchestration et notamment une orchestration intelligente qui, au lieu de rerun des modèles de façon bête et naïve, ce que la plupart des orchestrateurs vont faire, DBT va ne faire run que les modèles qui ont été modifiés. Donc il y a une réutilisabilité, donc on va réutiliser les modèles qui n'ont pas changé. Et donc là, on va énormément optimiser les coûts de compute de data warehouse. C'est assez intéressant, surtout quand on a des milliers de modèles qui tournent. Là, ça optimise énormément. Et donc après, on a tout ce cycle à chaque fois qu'on va pouvoir refaire. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons en fait, que le choix de DBT a été fait chez Simplon. Et juste pour illustrer justement cette approche software engineering appliquée à la data, qu'est-ce qu'on a fait chez Simplon? Au final, on a quand même fait tout ce que Charlotte était en train de dire, mais vraiment au départ, on a vraiment, sur la partie développement modulaire, testable et gouverné, ce qu'on a mis en place et ce qui nous a permis d'avancer rapidement, ça a été de refactoriser toutes les transformations qu'on avait au travers de macros et ce genre de choses qu'on a au sein de DBT qui permettent vraiment de pouvoir réutiliser son code à différents endroits. Comme le disait tout à l'heure Charlotte, sur la partie test, ça nous a permis d'améliorer un petit peu la qualité de données à l'intérieur de notre data warehouse, pouvoir tester aussi la freshness qu'on avait des données qui nous étaient remontées. D'ailleurs, on a découvert des choses à ces moments-là. Et bien sûr, vraiment un des plus qui a beaucoup plu au départ, c'était ce lineage complet, très facilement lisible, très facilement accessible par différents personas, par différentes personnes en plus qui peuvent accéder à la plateforme et comprendre finalement assez rapidement les éléments et les liens entre les différentes datas. Donc justement, ça permet, comme tu le disais, à différentes personnes de pouvoir intervenir, et c'était le cas dans les équipes Simplon qui commençaient à grossir. Finalement, la chef de projet avait accès à DBT, pouvait avoir les différents tenants et aboutissants, comprenait mieux quand elle parlait à son analytics ingénieur des sujets, et aussi des problématiques qu'il rencontrait, elle arrivait aussi à comprendre grâce à ça. C'est tout bête, mais ça marchait plutôt bien. Et en plus, un des autres points qu'on avait appuyé et qui nous tenait à cœur aussi, c'était de pouvoir vraiment intégrer plus simplement avec la partie CI/CD et intégration native avec Git. Donc c'était très pratique de pouvoir s'appuyer là-dessus. Et tout l'aspect orchestration, observabilité, qui est vraiment un plus quand on utilise un outil comme DBT Cloud, pour pouvoir, est beaucoup plus simple que d'autres outils, pour pouvoir justement faire ce suivi et faire ce run avec les options qu'a mentionné Charlotte sur le fait de pouvoir ne réexécuter qu'une partie, que ce qui est nécessaire, et donc aussi consommer moins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été appliqué finalement chez Simplon. Donc pour reprendre la frise un petit peu que je montrais tout à l'heure, donc on était en 2023-2024 quand on a commencé à implémenter ça au sein des équipes. Là, l'équipe a un peu grandi. On avait un analytics engineer au départ, ensuite on s'est retrouvé avec un data analyst, etc., et une chef de projet. Donc vraiment là, 2025, c'est un peu l'année de la maturité au niveau de leur équipe. Alors, on n'est pas sur un contexte aussi immense que NJ, hein, bien sûr, mais on est quand même sur un dataware qui est pas trop mal, avec pas mal de tables de faits, pas mal de modèles, un bon succès au niveau des runs qu'on a, puisque ça tourne et il n'y a pas beaucoup d'erreurs, donc on en est plutôt fiers. Pas mal de développement aussi sur les différentes branches. On a des branches par environnement, hein, au niveau de Git. On a les branches dev, recettes, etc., etc. Ce qui nous a permis aussi de délivrer aussi. Finalement, de s'approprier cet outil nous a permis d'être aussi plus rapide dans notre vélocité et dans notre reprise de nouveaux contextes, après avoir mis les bonnes pratiques dès le départ sur l'outil. Et là, justement, 2025, les sujets qui commencent à arriver sur cette plateforme, c'est OK, quid de l'IA, comment on peut capitaliser là-dessus, et surtout un autre produit qui nous intéresse aussi beaucoup pour eux, et on ne l'avait pas implémenté jusqu'à maintenant, c'est la partie Semantic Layer qui est en train d'être regardée via DBT. Et justement, je te laisse expliquer toute cette partie-là.
Top. Je vais passer très vite ici. Pour le but, c'est de vous faire une petite démo après du produit, parce qu'on a déjà un petit peu parlé de toutes ces briques-là. Donc, ce que vous connaissez, DBT Core Open Source, maintenant c'est DBT Fusion, donc tout a été refactoré. Donc, juste techniquement, c'est passé en Rust. Avant, c'était du Python, donc pour la transformation de données beaucoup plus efficace. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, ça vous met une couche d'abstraction DBT au-dessus de votre data platform. Donc, si par exemple, à un moment, vous faites le choix d'aller sur du Databricks ou du Snowflake et qu'à un moment, vous voulez changer ou sinon, vous voulez être cross data platform, en fait, vous avez toute la logique de transformation qui reste dans DBT. Et donc, ça vous permet de ne pas être pieds et mains liés avec votre plateforme. Si vous faites du DBT Projects, par exemple, dans Snowflake, vous allez être bloqué dans DBT Projects, dans Snowflake. Toute la donnée, toute la transfo sera dans Snowflake. Donc là, ça vous met cette couche d'abstraction. On a parlé de l'orchestrateur, l'observabilité, la qualité de la donnée, la partie cost management qui est aussi en roadmap. Ça, t'en parlais un peu, Damien, aussi sur le fait de refacturer et éventuellement des équipes métiers. Donc là, c'est voir quels sont les projets qui coûtent cher à faire tourner. Et donc, pareil, de voir tous ces coûts, si vous êtes cross-data platform, de pouvoir voir les coûts au global. Par exemple, l'équipe marketing qui va avoir des projets qui tournent à la fois sur du Databricks, du Snowflake et du Redshift. En fait, si on regarde data platform par data platform, c'est compliqué. Alors que là, avec cette couche d'abstraction qui est DBT, on va pouvoir avoir une vue globale. On pourra aussi voir un modèle, donc par exemple une table ou une vue qui coûte très cher. Peut-être essayer de l'optimiser parce qu'on veut réduire les coûts. La partie catalogue, toute la metadata, donc qui va concentrer toute la description, les types de données, les noms des tables et aussi les tests, donc pour que aussi des utilisateurs un peu moins tech puissent y avoir accès. Et ensuite, les semantic layers, c'est ce qu'on va être au-dessus de toutes nos transformations, qui va être au plus proche du métier. Et notamment, ça va être des moyens de déterminer des métriques au niveau global pour que tout le monde soit d'accord sur une méthode de calcul. Faut que tout le monde arrive à se mettre d'accord. Mais c'est l'étape la plus dure techniquement après à implémenter. Mais au moins, une fois qu'on va avoir, par exemple, dans un rapport revenu, on sait que le revenu, c'est ça. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, le fait d'appeler ça revenu, au moins, c'est ce calcul-là. Voilà, on se met d'accord. Je vous ai parlé un peu de la partie lineage. Donc, ce qu'on va être... Je vais vous montrer, en fait, là, sur la partie plus démo. Sur le lineage, on parlait un peu donc j'en ai pour 5 minutes, je vais vous montrer le lineage, comment vous pouvez l'utiliser pour optimiser le travail de vos développeurs et aussi optimiser vos modèles. On va voir comment le lineage peut vous aider à faire ça. Et Damien parlait du mesh, du cross-projet. Ça, c'est très intéressant, notamment si vous voulez avoir des espèces de macros que vous avez dans un projet qui sont les modèles, on va dire, de base qui peuvent être mis à disposition de toutes les équipes. Et après, chaque équipe peut avoir son propre projet. Mais au lieu d'avoir une transformation qu'on va répliquer plein de fois, on l'a en une seule fois pour toutes. En termes de maintenabilité, c'est top. En termes de performance, c'est top aussi. On réduit le nombre de modèles qu'on va faire tourner sur la data warehouse. On réduit les coûts. Et donc, on peut avoir ce lineage ici au niveau global. On peut aussi gérer toute la partie accès, donc tout ce qui est role-based access control. Et ensuite, au sein d'un lineage, on va pouvoir donc voir un petit peu globalement qu'est-ce qui se passe. Donc là, je peux zoomer un petit peu et voir les expositions du coup des modèles. Par exemple, là, j'ai mes semantic layers. Là, j'ai un tableau dashboard. Et donc ici, je vois comment c'est alimenté un peu plus précisément. Et donc, quels sont les liens? Donc, si par exemple, ici, je clique sur mon tableau, mon dashboard, je vais voir toutes les sources. Ce qui est intéressant dans le lineage, je trouve, c'est notamment de voir le dernier statut. Est-ce que ça a bien run? Donc, d'avoir un peu l'état de santé. Encore que vous pouvez mettre des notifications. Si à un moment, il y a un job qui run et qui fail, vous allez l'avoir en notification. Vous pouvez être proactif au lieu d'être réactif. Évitez d'avoir toujours les gentils petits mots du métier, c'est encore cassé, vite, 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 urgent. Là, vous le voyez directement et vous pouvez être proactif. Donc, ça réduit aussi les tensions et les frictions avec le métier. Vous avez aussi la possibilité de regarder la consommation. C'est là où je vous disais, en fait, ce qui est intéressant, par exemple, dans la consommation, c'est de voir des modèles qui sont très souvent utilisés. Et donc, on va peut-être essayer de les optimiser. Donc, ça, c'est le nombre de fois où ils ont été query sur les 30 derniers jours, ici. Et en revanche aussi, on peut voir qu'il y a un espèce de modèle ou de truc qui traîne en legacy qui n'a pas été query depuis 30 jours ou très très peu. Bon lui à chaque fois, en fait, en soi, quand on va run sur la data warehouse, qu'il soit query une fois ou 100 fois, il va run sur la data warehouse. Donc en fait, on va dépenser des coûts pour rien. Donc voilà un peu ce que le lineage permet de faire. Ce que le lineage va permettre de faire. Oui.
Est-ce qu'on peut rajouter une variable métier? Je vais développer l'idée. La notion de criticité interne d'un truc, et que ce soit alimenté par l'équipe data, mais que ça soit paramétrable dans le linéage. Sur la criticité, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des tests qui peuvent être plus ou moins critiques. Donc, notamment, il peut y avoir des contracts. Donc, si toutes les tests, toute la qualité, enfin, tout ce qu'on a défini pour la qualité de la donnée n'est pas satisfait, ça n'ira pas en prod. C'est pas ça la question? Je vais donner l'exemple qui a été donné par Engie tout à l'heure, un report qui part au DG. Et en fait, ça, c'est pas un calcul de variation, c'est pas un KPI, c'est une donnée métier. Ça, c'est une criticité interne. Et du coup, l'idée, la question, c'est est-ce que par data catalogue ou un autre moyen, on peut dire tiens, tel truc, c'est à surveiller comme le lait sur le feu, et que ça vienne alimenter le linéage et que ça devienne une variable de qualité et de surveillance. On n'aura pas au niveau des modèles, on n'a pas de hiérarchie en disant celui-ci est plus critique qu'un autre. En revanche, pour le coup, la stratégie qui peut être adoptée, c'est d'avoir un projet ultra critique sur lequel on va mettre peut-être plus d'owners aussi pour que les notifications, s'il y a un problème, partent à plus de personnes. Mais on veut dire dans les légendes, dans ce qu'on peut calculer dans le lineage, on peut pas dire ultra critique sur un modèle en particulier. Mais en revanche, c'est une stratégie dans la façon dont on va architecturer son code, d'avoir un projet en particulier où il y a on va dire les gold layers, le gold layer pour ces transformations-là, qui sont stockées et qui sont très très critiques, avec après tout l'orchestrateur. Donc il y a le nombre de fois où on run les jobs et du coup on peut avoir l'état de santé de son modèle. Là, on peut définir en disant on va run tout, même si la donnée n'a pas changé, etc. On run tout, toutes les heures, toutes les 2 heures, etc. Donc c'est plutôt dans la stratégie d'orchestration qu'on va pouvoir le mettre en place. Ça répond à la question. Ouais, très intéressant de pouvoir taguer un peu plus de façon personnalisée le lineage. Effectivement, on pourra en remonter ça en interne. Ouais. Merci beaucoup. Finalement, la dernière chose que je voulais vous montrer sur le lineage, c'est, admettons, je vois qu'il y a un souci. Donc j'ai un job qui s'est exécuté, mais j'ai un warning. L'idée, c'est de pouvoir remonter très rapidement au modèle qui a eu un problème. Donc au lieu d'aller fouiller dans plein de fichiers. Et si par exemple, je vais voir dans un modèle, je vous ai dit qu'on pouvait regarder en fait, la criticité d'un changement dans ce modèle-là. Le lineage, on l'a vu au niveau des modèles, mais on l'a aussi au niveau des colonnes. Donc là, si je change ma colonne, en fait, je peux faire un peu mon plan de modification qui va suivre downstream. Voilà. Je voulais vous montrer ça rapidement. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose. L'idée, c'était là juste de vous faire une petite démo du semantic layer en action, juste après. Et après, je vous embête plus. Je vous laisse aller boire un coup. Évidemment, je serai là pour répondre aux questions. Il y a Olivier aussi qui est là. Il répond très très bien aux questions. Juste, semantic layer, tout le monde est plus ou moins au fait de ce que c'est. En gros, c'est venir définir des métriques au niveau global, aussi des définitions, par exemple, de colonnes ou autres, au niveau global, qui vont être exposées au métier. Donc nous, on a par exemple une exposition via une extension sur Google Sheet, où là, en fait, les métiers peuvent directement aller chercher les informations dans la donnée. Hop. Je peux vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, ça permet par exemple au métier d'aller chercher directement dans la base de données des informations au lieu d'avoir à faire des extracts de CSV ou autre. Donc toujours en respectant la gouvernance et en l'accès aux données. Donc là, ils peuvent aller sélectionner des métriques, etc. Donc c'est des choses qui ont été définies en amont, qui sont des espèces de grosses agrégations on top sur tous les modèles que vous avez pu faire. Mais aussi le gros intérêt, notamment sur des sujets IA, ça va être d'utiliser l'IA. Donc là, par exemple, c'est Claude d'Anthropic. Il y en a peut-être qui connaissent cette interface. C'est ChatGPT, OpenAI, enfin voilà, ce genre de choses. Vous allez pouvoir lier directement ce qu'on appelle le MCP server. Donc ici, en l'occurrence, moi j'ai lié mon serveur DBT à mon projet. Et donc ça, je l'ai lié à mon agent IA. Il y a plusieurs intérêts à faire ça. Donc MCP, Model Context Protocol, serveur, ça va donner toute la métadata, accès à toute la métadata, mais pas à la donnée. Et c'est ça qui est très différent. Et pour vous le montrer, par exemple, en action, donc comme à chaque fois, il peut mettre un petit peu de temps à construire les choses. Hop,
Je vais le rerun. Hop. Ici, donc là, par exemple, je demande à Claude de me faire une étude sur les 4 dernières années des clients les plus fidèles et de résumer ça sous forme de graphique. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir toutes les métriques qu'il a à disposition. Il va regarder aussi toutes les dimensions, donc ça c'est les colonnes en particulier. Les métriques, c'est aussi les tables. Il va aller faire une première query, donc il va construire une query, il va l'envoyer à la data warehouse. La data warehouse le retourne de l'information et il fait des échanges comme ça. Donc en fait, pour accéder à la data, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord prendre la metadata. Il va construire du coup des queries basées sur cette metadata qu'il envoie à la data warehouse et qui lui retourne l'information. Donc là, on voit aussi tout le code qui se fait, enfin là, pour construire les graphiques. Et donc ici, si on regarde juste une query, en fait, on comprend aussi comment ça a été fait. Et donc ici, il va se baser en fait sur par exemple ici average revenu per customer, c'est du coup une métrique qui a été définie dans le semantic layer sur laquelle il va se baser pour pouvoir faire ses calculs, le group by, le order by. Donc on voit aussi comment ça a été construit. Et bon après ça, il y a l'effet un peu wow du graphique où il peut générer ce graphique-là. Si bien que vous pouvez avoir des utilisateurs métiers qui vont pouvoir interagir avec la donnée sans avoir besoin de demander de refaire des rapports, de refaire des extracts, de refaire des tableaux, des dashboards, etc. Ça va vachement vous alléger. Et donc tout ça, c'est basé sur toute l'intelligence et tout le contexte autour de la transformation de données que vous avez fait sur DBT et qui est monitoré par ce ADLC, l'infini qu'on a vu. Donc on est sûr que tout ça, ça a été review. Voilà, donc il y a plein d'autres fonctionnalités, mais évidemment, je voulais pas vous assommer d'informations, vous en avez déjà eu beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu veux un petit mot pour la fin? Bon, tout le monde a soif. Oui. Le MCP serveur, il ouvre que, de DBT, il ouvre que les métadonnées des tables, des modèles. Et là, en l'occurrence, Claude, il va effectivement envoyer la requête en fonction de ces métadonnées, mais il le contacte vraiment. Ok, et il retourne le résultat et c'est affiché. En fait, il va se baser sur donc le MCP, donc c'est une exposition qu'on a depuis DBT Platform vers son agent IA, vers son LLM. Ça peut être d'autres LLM aussi, si vous avez des LLM privés, ça peut aussi être une exposition. On n'est pas que obligé de prendre des vendors. Il va en fait, ça lui donne en fait accès à toute la métadata que vous avez sur vos projets DBT. Et c'est à partir il va lire ça en fait, il va aussi comprendre toute la structure des colonnes de toutes vos tables. Et du coup, grâce à ça, c'est comme ça qu'il va pouvoir en fait s'entraîner et enrichir du coup sa compréhension de vos modèles et de vos transformations. Mais du coup, le LM, il a la gestion des droits ou pas? Ou il a accès à tout le catalogue, hein? Est-ce que la gestion des droits, il a peut-être des données ou des métadonnées qu'il n'a pas le droit? Et du coup, est-ce que vous avez construit un agent qui prend en compte ça ou pas? Là, aujourd'hui, c'est au niveau du projet qu'on donne les droits. Du coup, un projet DBT, c'est un repo Git, pour faire simple. Donc, nous, on passe toujours par GitHub pour gérer tous les... Enfin, GitHub ou GitLab, donc un Git. Donc, en fait, s'il y a des choses qui sont un peu sensibles, pour le coup, il faut les faire dans d'autres projets. Parce qu'en fait, là, l'exposition, elle se fait au niveau du projet et pas au niveau des métadatas. Donc, on peut pas régler ça. Ouais. Vous avez le droit de pas avoir la réponse. Alors, j'ai pas la réponse. Ok. Bon, bah merci. Non. En fait, je trouve ça top parce que ça permet de simplifier certaines choses qui demandent du temps aux data analystes ou data scientists, de donner la main aussi aux métiers, aux clients finaux. Par contre, j'en connais certains dans d'autres entreprises que je ne citerai pas, mais la culture du chiffre et la pertinence et la cohérence, ils ne l'ont pas forcément et c'est pas natif. Du coup, ça peut être à double tranchant. Est-ce qu'il y a un moyen, alors soit en ne pas donnant accès aux gens qui ne comprennent pas forcément tout, mais est-ce qu'il y a un moyen d'accompagner pour faire en sorte que dans tous les cas, leurs recherches, ils feront pas de contresens? Est-ce que c'est dans les métadatas où on peut orienter pour que c'est Claude, c'est ça? Que Claude apporte les bonnes informations. Il y a des choses où on peut un peu accompagner, sécuriser pour pas avoir trop de retours négatifs au début et que les gens ne prennent pas, ou c'est en apprenant. Enfin, c'est une très bonne question et enfin, ça touche à une chose un peu plus large, tout ce qui est change management et notamment les sujets IA.
ça fait vraiment partie de ces stratégies-là d'entreprise. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en se basant sur le MCP, au lieu de mettre sur une boîte noire, on voit comment la query a été réalisée, etc. Donc, par exemple, s'il y a un rapport qui est proposé, on sait exactement comment la donnée a été construite de A à Z, donc de la donnée source jusqu'à son exposition sur le semantic layer, jusqu'à son interprétation par l'agent IA. Donc on est capable de tout retracer. Donc peut-être qu'une des stratégies serait de toujours attacher au rapport les queries qui ont été faites et du coup de pouvoir faire vérifier très simplement la logique derrière par des gens avec un esprit un peu plus analytique. Donc en soi, après, si juste il présente ça, il se fie au chiffre tel quel ou il prompte mal, il y a un moment où on pourra pas tout révolutionner, mais là au moins en fait on sait d'où ça vient et comment ça a été construit. C'est déjà une piste pour avoir au moins le contexte de la donnée qui est affichée. Voilà. C'est pas parfait, hein, mais c'est une vraie question. Je crois que monsieur, vous aviez une question. C'est un peu en prolongement, donc ça répète, mais ma question c'était, il n'y a pas un petit risque parfois d'avoir des métriques qui sont proches et que du coup, Claude, c'est le plus robuste pour ce genre de choses, mais il n'y a pas des risques que ça plante quelque part si on a des métriques qui sont un peu trop proches, qui sont définies par le métier? Ça, en fait, ça va faire partie de la stratégie de définition du semantic layer. Et aussi de la façon dont vous allez architecturer vos différents projets et vos transformations. Donc tout ça va contribuer à la metadata en fait qu'on va fournir derrière à notre agent. Mais le but, c'est à la fois d'être suffisamment fin dans les définitions et d'avoir suffisamment un catalogue de métriques qui soit suffisamment large pour répondre à peu près à toutes les questions. Mais effectivement, si on a deux revenus qui sont très très proches, voire même on a les mêmes noms, on va avoir des difficultés. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une vraie stratégie au moment où on définit un semantic layer, c'est d'asseoir tout le monde autour de la table et de définir la liste des métriques dont on a vraiment besoin. Par exemple, la colonne customer ou prospect ou client, selon si on a plusieurs métiers, être capable vraiment de bien uniformiser les choses. Et ça, c'est le plus gros travail à faire, hein. Et pour le coup, il n'y a aucune plateforme ou autre qui vous permettra de à un moment, voilà, faut mettre tout le monde d'accord. Mais effectivement, en fait, avec le semantic layer permet aussi de faire un peu ce garde-fou plutôt qu'en fait l'agent IA aille sur toute la metadata, sur toutes les tables. Il passe d'abord par le semantic layer pour vraiment avoir la couche on top pour voir du coup le moins de métriques possible, le moins de dimensions possible et que ça cible bien aussi là où il doit aller chercher. Je comprends totalement la question, mais même si c'est agentique et que vous allez avoir la logique derrière, alors effectivement, comme elle a dit, si les métadonnées sont pourries, ça sera dangereux. Mais même si elles sont bonnes, il n'y aura jamais 100% de garantie. C'est avoir quelqu'un du métier qui peut faire ça, c'est très bien, mais il faut savoir quelque part qu'un jour, c'est possible que l'information soit erronée. Donc, il n'y a pas vraiment, par essence, c'est comme ça que c'est construit. Donc après, pour regarder si vous mettez quelqu'un pour review, etc. Merci. Ah oui. Désolée, j'ai une dernière question, toujours sur le semantic layer. On parle justement de concepts qui sont globaux, qui sont censés être utilisés par tout le monde, mais si on n'arrive pas à avoir une variable qui est globale pour tout le monde, je reprends par exemple l'exemple du revenu. Si la partie finance, pour eux, un revenu, c'est pas le même KPI, pas le même calcul qu'un revenu des sales ou un revenu du marketing. Comment est-ce qu'on peut travailler ça dans le semantic layer ? Tout simplement en définissant deux revenus avec des noms différents. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie à avoir. Et qu'il n'y a rien qui s'appelle revenu. Que vraiment, à chaque fois, ce soit indexé revenu finance, revenu sales, et qu'après, il y ait de la documentation sur la définition, comment c'est calculé. Mais s'ils ne veulent pas se mettre d'accord, revenu, ce sera à personne. Revenu sales, revenu finance, et tout le monde est content. Ce sera vraiment deux métriques différentes dans le semantic layer. Ouais, merci beaucoup, merci à tous et on se retrouve après. Merci beaucoup Commit aussi pour l'organisation.